mesures que nous avons prises, et ça a été uniquement dans la gestion de l'aspect conjoncturel un peu de la crise, et les urgences, dans une dimension purement opérationnelle. Nous avons essayé d'augmenter un tout petit peu le niveau des patrouilles, de redynamiser les unités qui composent un peu les unités d'intervention rapide, de créer un engouement au sein de la police et de la gendarmerie. Je tiens quand même à préciser que lorsque nous sommes arrivés, la police n'entrait strictement pas dans le kilomètre 5, qui était considéré comme étant une espèce de zone interdite, finalement no man's land où tout était permis. Aujourd'hui, la police a repris les patrouilles dans cette zone pour montrer la difficulté auquel on a été confronté. Je veux ici pour mémoire rappeler que nous avons eu 6 policiers à l'époque qui avaient été kidnappés, que nous avons pu récupérer sains et saufs. Et donc voilà, je pense que tout a porté en fait dans la dynamique que nous avons pu impulser au sein de la police et au sein de la gendarmerie, dans un contexte toujours difficile, parce que depuis que nous sommes arrivés, pas une seule arme n'a été rétrocédée, sauf dernièrement dans le cadre de la mission de Bambari. Mais avant cela, pas une seule arme n'a été rétrocédée à la police ni à la gendarmerie. Il faut quand même aussi relever que nous avons retrouvé des forces qui étaient quasiment désorganisées, qui étaient en sous-effectif et vieillissantes, de surcroît. Donc, sur le plan opérationnel, nous avons énormément travaillé à redonner confiance à ces forces-là, à créer les conditions de leur réorganisation, à redéfinir les priorités en fonction des zones criminogènes qui se dessinaient. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les réalités sécuritaires varient. Nous avions hier le kilomètre 5 qui était considéré comme une zone criminogène de très haute importance. Aujourd'hui, la situation n'est plus la même, puisque la plupart des leaders qui étaient à la tête de ce qu'on appelle aujourd'hui les groupes d'autodéfense et qui étaient à l'origine de la plupart des exactions qui s'y commettaient, aujourd'hui ne sont plus. Donc voilà un tout petit peu les raisons de l'accalmie dans cette zone-là. Mis à part ça, nous sommes confrontés à de la petite criminalité au quotidien, vol de moto, parfois quelques braquages. Pour pouvoir apporter des réponses qui soient des réponses durables, nous travaillons énormément sur la refonte en profondeur des forces de sécurité intérieure. Et donc pour ce faire, il était important de se doter d'un document référentiel. Nous l'avons. C'est le plan de redressement des forces de sécurité intérieure qui a été validé au dernier ressort dans le cadre du comité stratégique présidé par le président de la République. Aujourd'hui, nous nous sommes dotés d'un projet de loi qui porte sur la politique nationale de sécurité que nous allons présenter devant l'Assemblée nationale. Donc au niveau conceptuel, voilà un tout petit peu le travail qui s'est fait. En parlant de l'opérationnel et au-delà de la capitale de Bangui, parce que il est évident que la République centrafricaine, ce n'est pas Bangui, et nous sommes en charge de la sécurité sur toute l'étendue du territoire. Donc nous tenons quand même à dire qu'aujourd'hui, nous avons, avec l'appui de la MINUSCA, pu aujourd'hui projeter dans la localité de Bambari 90 hommes, une centaine de forces de sécurité intérieure, pour marquer la présence de l'État dans cette zone qui ces derniers temps a été en proie à des violences. Et donc de tous les échos qui nous parviennent, il se fait un travail titanesque, un travail qui se fait en parfaite collaboration avec les forces internationales. Et donc c'est, je pense, un travail à encourager. Nous avons à l'époque engagé plusieurs missions dans l'arrière-pays, en l'occurrence 3, qui ont été quand même très importantes. Il y a eu donc une mission que nous avons envoyée sur Bouka, lorsque nous avons appris qu'il y avait eu un village qui avait été pris d'assaut par des hommes en armes.
Et ces missions étaient montées très très rapidement, en l'espace de 24 heures, donc projetées très rapidement. Et donc ça a été, pour les populations concernées, on a eu un écho extrêmement favorable de la présence de nos forces de sécurité intérieure. Nous avons projeté des forces aussi sur Gaoundai, qui était en proie au même type de violence. Et notre dernière mission, enfin la dernière, dans tous les cas en matière de mission de cet ordre-là, ça a été à Kakabandoro, une mission qui par la suite a été avortée pour des raisons que je ne voudrais pas évoquer ici. Mais oui, je pense que il est important de travailler à l'amélioration de notre environnement sécuritaire. Nous avons pour ce faire, au-delà de l'aspect conceptuel, maintenant c'est la mise en œuvre de ces idées, puisque nous avons un ensemble d'objectifs contenus dans le document que nous avons entre les mains, qui est un outil extrêmement important. Et sa mise en œuvre aujourd'hui demande à ce que nous soyons non seulement accompagnés par la partie internationale, accompagnés par celle-ci, mais qu'il y ait aussi une harmonisation des points de vue au niveau gouvernemental, afin que la sécurité qui se doit de constituer une priorité, que cela puisse se traduire dans l'action politique que nous menons. Je pense que beaucoup reste à faire. Et donc voilà, l'amélioration de l'environnement à Bangui tient du fait que les forces de sécurité sont réorganisées, remises en confiance, et donc avec des moyens quelque peu inadéquats, arrivent quand même à créer des conditions de sécurité, arrivent à mettre tous ceux qui aujourd'hui essaient de se lever contre la loi en difficulté. Aujourd'hui, il y a des noms qui ont été tristement célèbres, dont on ne parle plus. Et je pense que c'est un devoir pour les forces de sécurité intérieure d'agir de la sorte. Écoutez, la cartographie de l'insécurité porte sur l'Ouest. L'Ouest et le Nord-Ouest, où nous avons un groupe qui se fait appeler 3R, conduit par un certain Sidiki. Ce sont des activités militaro-criminelles, finalement, sur fond commercial. Aujourd'hui, c'est le cartel du bœuf, c'est le cartel du bétail, qui est à l'origine de tout cela. Derrière toutes ces activités, cet activisme militaire ou mercenaire, il n'y a que des intérêts pécuniaires, des intérêts financiers. Et donc nous avons le Nord-Ouest, où écume le groupe de Sidiki, et il y a également le FDPC de Miskin qui se trouve aussi dans cette même région. Vous avez, en redescendant un peu plus toujours dans le nord, mais en redescendant légèrement vers le centre, vous avez le MPC, d'un certain Al-Khatim, qui essaye, qui hante ce secteur-là, qui est associé au RJ de M. Armel Sayo. Donc ce sont eux qui, dans le cadre d'ailleurs d'une alliance, écument cette partie du territoire-là. Nous avons le plein centre avec Bambari, centre-est, où nous voyons les groupes aujourd'hui, d'une part de l'UPC, qui écume donc ce centre, centre-est, l'UPC donc du fameux Ali Daras, et nous avons en face aujourd'hui ce qu'on appelle la coalition CNDS, et qui est en fait une alliance entre plusieurs groupes, tels que le FPRC, le MPC et j'en passe, qui eux donc sont beaucoup plus dans le nord, le Grand Nord, et tous éventuellement essaient de s'étendre un peu du côté de l'Est. Alors quand on décompose un tout petit peu, quand on dessine la cartographie des groupes militaro-politiques ou militaro-criminels,
On se rend bien compte qu'il y a quand même un espace quand même assez important qui est occupé par ces groupes armés. On fonde beaucoup d'espoir sur le processus qu'impulse le président de la République, qui a souhaité dialoguer avec chacun de ses leaders. Ce qui, moi, m'attriste un tout petit peu, c'est que on sort quand même d'une élection où le peuple centrafricain s'est exprimé librement. Il a porté son choix sur un homme. Il y en avait 30 qui étaient en compétition. Et le peuple a donc fait son choix. Il a fait son choix aussi en faisant le choix d'un homme, il a fait le choix d'un projet de société. Et je pense qu'il n'est que légitime de voir ce projet de société être mis en œuvre. Le contraire serait une trahison. Alors aujourd'hui, revenir en arrière nous donne parfois le sentiment de remettre en cause ces fondamentaux démocratiques et de nous dire qu'en dépit d'une élection, la loi des armes prime toujours sur tout le reste. Et donc nous voyons là une remise en cause fondamentale de l'idéal démocratique auquel nous sommes attachés. Et cette remise en cause ne peut qu'avoir des incidences. Des incidences sur tous ceux qui, pris par un sentiment d'injustice et mus par une volonté de facilité, pourront également se dire nous prendrons aussi les armes pour nous faire entendre. Et je pense qu'il est mal d'enfermer l'Afrique dans ce type de scénario criminel et meurtrier. Je pense que nous appartenons pleinement à cette communauté internationale. Nous faisons partie entière de l'humanité. Et à chaque fois qu'un homme meurt injustement dans le monde, je pense que c'est une perte pour l'humanité. Aujourd'hui, il ne se fait pas un jour sans que l'on entende qu'un Centrafricain, sa vie lui a été arrachée de la façon la plus lâche, la plus indigne. Donc je souhaite vivement qu'on se rende davantage plus sensible au sort de ce peuple, qui encore une fois, je le dis, a porté son choix sur un homme. Aujourd'hui, c'est le président Faustin Archange Touadéra. Et en choisissant cet homme, ils ont fait le choix d'un projet de société. Nous devons le mettre en œuvre. Et c'est donc un plaidoyer à l'endroit de la communauté internationale afin justement que l'on reconsidère nos approches et que l'on se dise qu'on ne peut pas éternellement fermer l'État centrafricain dans un dialogue perpétuel avec aujourd'hui des gens qui ne sont rien d'autre que des criminels. À un moment donné, je pense que la restauration de l'autorité de l'État passe aussi justement par la remise sur pied de ses forces de sécurité intérieure, la remise sur pied de son armée. Je pense que dans le principe, nous savons que sans la communauté internationale, à nos côtés, la situation sera certainement plus catastrophique. Sur ce, nous n'en disconvenons pas. Nous pensons qu'il est également important, justement, de tenir compte de ce que j'évoquais tantôt. Il y a des principes fondamentaux qui sont là pour réguler un État qui se veut de droit, qui se veut démocratique. Nous devons sauver les acquis des élections passées et donc arriver à harmoniser nos points de vue, aller tous dans un même sens. La communauté internationale fait énormément, mais ne pourra jamais se suppléer à l'État centrafricain. Elle ne pourra jamais se suppléer à l'État centrafricain. La mission onusienne est une mission d'interposition. Ils n'ont pas forcément un mandat offensif, même si le chapitre 7 leur donne la possibilité de pouvoir se défendre ou faire usage de la force en cas de besoin. Mais c'est une force d'interposition. Mais l'État centrafricain, qui aujourd'hui, chaque État a la légitimité de l'usage de la violence. Chaque État doit pouvoir faire respecter les textes républicains, les lois républicaines de son pays. Aujourd'hui, qu'est-ce qui définit ce qu'est un criminel?
ben, c'est le crime qu'il commet. Il ne se définit pas par une religion, par une confession religieuse ou par quoi que ce soit de cette nature-là. Le criminel est celui qui tue, sans raison. C'est un criminel. Et il doit être traité comme tel. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à ne pas être en mesure de juguler la petite criminalité. Tout simplement parce qu'en face de vous, vous avez parfois des groupes qui, numériquement et sur le plan matériel, sont plus dotés que l'État. C'est un drame. Et donc, on ne peut continuellement... moi, je pense que restaurer l'autorité de l'État passe indéniablement par la restauration de nos forces de sécurité intérieure. Il faut aujourd'hui que l'État soit en mesure de créer ses propres capacités, être en autonomie de pouvoir agir face à tous les dangers qui les menacent. Je disais, le président de la République a été élu par toutes les communautés qui aujourd'hui appartiennent à la nation centrafricaine, musulmans comme chrétiens. Donc je pense que le débordement qui a été le fruit d'ailleurs d'une instrumentalisation sur un terrain confessionnel, je pense qu'on s'en est quand même bien sorti. Aujourd'hui, quand je regarde le kilomètre 5, tous les résultats qui ont été produits au kilomètre 5 n'auraient pas pu l'être si les populations du kilomètre 5 n'étaient pas partenaires avec l'État. Et il faut donc que je leur rende un hommage aussi par rapport à cela. C'est parce que les communautés du kilomètre 5, les militaires FACA du kilomètre 5 qui sont d'obédience musulmane, aujourd'hui ont compris. Et ce sont eux qui sont, qui sont nos partenaires. Ce sont eux qui nous aident tous les jours à améliorer les conditions sécuritaires de ces communautés-là, par la collaboration qui existe entre nous, par les informations qu'ils portent à notre connaissance. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus agiter le confessionnalisme comme un épouvantail pour nous faire croire que si aujourd'hui nos forces de sécurité sont armées, il pourrait y avoir des velléités de vengeance. Non. Nous sommes en train de recruter aujourd'hui 500 policiers et gendarmes, 250 policiers et 250 gendarmes. Mais au sein de ces policiers et de ces gendarmes, il y aura nécessairement des musulmans comme des non-musulmans. Ce doit être le reflet de ce qu'est notre société. Donc non, je pense qu'il faut très sérieusement faire des choix qui, pour nous, seraient les plus utiles, susceptibles de sauver les vies qui peuvent l'être. Nos hésitations, parfois, peuvent constituer les drames de nos lendemains. Il y a des décisions qu'il faut vraiment prendre et moi, j'encourage fortement. Très récemment, nous avons écrit au comité de sanctions, demandé la possibilité d'une dérogation spéciale pour pouvoir doter nos hommes. Bon, on nous a rétrocédé 15 armes. Bon, je passe ça sans commentaire, mais vous comprendrez avec moi que c'est dur de travailler dans des conditions comme ça. Alors oui, c'est-à-dire que nous avons la volonté, bien sûr, d'en faire plus. Et je pense que le peuple centrafricain attend beaucoup plus pour nous, enfin beaucoup plus de nous. Je pense aussi que tout Centrafricain, d'ailleurs, comme l'indique une de nos lois qui porte sur la défense nationale, elle stipule très clairement que tout Centrafricain est acteur de la sécurité dans son pays. Nous avons certes des rôles différents. J'ai un rôle institutionnel. Au sein du gouvernement, je suis en charge de la politique de sécurité. J'ai reçu une lettre de mission très très claire et donc je la traduis en action au quotidien. C'est mon rôle, mais je pense que cela ne peut pas dédouaner chaque Centrafricain. Nous avons tous besoin de voir ce pays se redresser. Les guerres parfois qu'on se fait sont stériles et nous font perdre du temps, mais nous font perdre aussi en vies humaines. Donc je pense qu'il faut qu'on soit tous solidaires autour du chef de l'État, solidaires autour du gouvernement, et que chacun, en fonction de son statut social, en fonction de son rang, puisse apporter sa pierre à l'édifice. Nous avons tous besoin de redresser ce pays-là ensemble. Je vous remercie.